Les enfants sont rois, partie 16. Longtemps, Clara s'était demandé si on pouvait être flic et mener une vie normale. Si tant est qu'elle pût se représenter une vie normale, la réponse était non. La réalité était qu'elle menait une vie de flic, dans une résidence de flic, avec des amis flics, des conversations de flics et des problématiques de flics. D'ailleurs, la plupart des flics se mariaient entre eux, mais pas elle, qui avait laissé partir le flic de sa vie. Telle était la conclusion à laquelle elle parvenait les soirs de bleu, comme les appelait sa mère quand elle était enfant, lui demandant toujours de préciser la nuance du bleu le plus pâle au bleu le plus foncé, comme on évalue sa propre douleur sur une échelle de 1 à 10. Les soirs de bleu, donc, où Chloé, son amie depuis la fac, n'était pas disponible pour aller boire un verre. Les autres jours, Clara considérait son existence avec un peu plus d'indulgence. Ce soir-là, elle aurait aimé se dire que les choses prenaient bonne tournure, qu'Imidior était vivante et ne semblait pas maltraitée. Enfant sans danger était reconnue par un grand nombre de partenaires privés et publics et présentait tous les agréments souhaités. Dans la journée, l'implication de l'association ou de l'un de ses membres dans l'enlèvement de Kimidior avait été écartée. Son président s'était engagé à suivre les instructions de la brigade criminelle, y compris à rendre l'argent s'il le fallait. Le virement avait été effectué dans la soirée. Cédric Berger avait convaincu les Dior d'attendre le lendemain matin pour en publier la preuve. Aucun membre de la brigade ne semblait croire réellement à cette histoire. Qui était capable d'enlever et séquestrer un enfant pour que la rançon soit versée au profit d'une association? L'idée d'un profil pervers, désorganisé, multipliant les injonctions pour faire durer le plaisir, n'était pas exclue. Clara, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de penser qu'il s'agissait d'abord de mettre fin au système que Mélanie Clos avait construit. De fait, depuis plusieurs jours, Kimi et Samy ne s'extasiaient plus en ouvrant des paquets, ne testaient plus des chips ou des sodas en poussant des cris de joie, avaient cessé d'acheter n'importe quoi dans les supermarchés et de commander à l'aveugle plus de hamburgers qu'ils ne pourraient en manger en une semaine. De fait, leur mère ne racontait plus leur vie, heure par heure, à des milliers d'inconnus. Quelqu'un avait dit stop, et la machine s'était arrêtée. À 21 heures, alors qu'elle commençait tout juste à écrire une lettre à Thomas, Clara reçut un message de Cédric l'incitant à allumer sa télévision. Sur France 2, un reportage consacré aux enfants stars de YouTube était diffusé. Elle s'exécuta et se cala dans son canapé. À en juger par la taille des enfants, le magazine datait de quelques années. Il était question de plusieurs chaînes, mais l'essentiel de l'enquête était consacré à Happy Récré. Kimi devait avoir 4 ans et Samy 6. La journaliste et la caméraman les avaient suivis dans un grand centre commercial où ils étaient attendus par plusieurs centaines d'enfants. Ravissante poupée vêtue de rose, Kimi avançait aux côtés de son frère, soucieuse de marcher au même rythme que lui. Tel un jeune garde du corps, Samy ne la quittait pas des yeux. Les images montraient leur arrivée dans l'espace de rencontre, applaudie à grand bruit, puis la séance de dédicaces et de selfies qui avait duré plusieurs heures. Pendant tout ce temps, Mélanie surveillait et orchestrait l'ensemble, gérant la file d'attente et les priorités, attentive aux plus petits et soucieuse que personne ne s'attarde au-delà de la durée autorisée. Avant de repartir, elle avait accepté une courte interview. Oui, bien sûr, elle se félicitait de leur succès et remerciait surtout les Happy Fans pour leur enthousiasme et leur fidélité.
La journaliste lui demandait si elle comprenait que certaines personnes, y compris parmi les plus jeunes, puissent être choquées de voir des enfants ainsi exposés. Mélanie hochait tristement la tête, en signe d'incompréhension, puis répondait d'une voix posée, douce. En tant que mère, elle savait bien ce qui était bon ou pas pour ses enfants. D'ailleurs, c'étaient ses enfants, précisait-elle, insistant sur le pronom. Et ses enfants étaient très heureux comme ça. La journaliste se tournait ensuite vers eux pour recueillir leurs impressions. D'une voix lente, telle une poupée activée à distance dont les piles commençaient à faiblir, Kimi expliquait qu'elle trouvait ça génial de faire plaisir aux happy fans et de voir le bonheur dans leurs yeux. Avec plus de conviction, Samy affirmait que c'était son rêve et qu'il voulait en faire son métier. Radieuse, Mélanie ajoutait: c'est leur version, que dire de plus? Et puis, dans un sourire épanoui, rassurant, elle concluait: vous savez, chez nous, les enfants sont rois. Au matin du 8e jour, après la disparition de Kimi Dior, Clara entra parmi les premiers dans les locaux du Bastion. Elle s'était réveillée à 5 heures et n'avait pas réussi à se rendormir. Une étrange impatience l'avait poussée hors du lit. Elle passa les portiques de sécurité, puis s'avança vers les ascenseurs. Derrière la vitre, l'agent d'accueil lui fit signe de s'approcher. « Une dame vient d'arriver, elle veut voir quelqu'un de chez vous. » Clara se tourna vers les salles d'attente, habituellement vides à cette heure. Dans la salle numéro 4, elle découvrit une femme de son âge, les traits fatigués, enveloppée dans un imperméable de couleur claire. Elle s'approcha, puis ses yeux glissèrent vers l'enfant assise à côté d'elle. La petite fille releva la tête et leurs regards se croisèrent. Son pouls s'accéléra d'un coup et elle sentit son cœur cogner dans sa poitrine. Elle l'avait tellement observée au cours des derniers jours qu'elle avait l'impression de la connaître. Brigade criminelle 2019. Enlèvement et séquestration de l'enfant Kimi Dior. Objet: procès-verbal d'audition d'Élise Favard. Réalisé le 18 novembre 2019 par Clara Roussel, officier de police judiciaire à la Brigade criminelle de Paris, et Cédric Berger, capitaine de police à la Brigade criminelle de Paris. Sur les faits. Élise Favard se présente le 18 novembre 2019 à 8h05 dans les locaux de la Brigade criminelle, accompagnée de l'enfant Kimi Dior, disparu le 10 novembre 2019. Sans attendre l'audition, elle explique à l'officier de police judiciaire, Clara Roussel, qu'elle est l'auteur des faits d'enlèvement et séquestration sur la personne de Kimi Dior et que l'enfant vient de passer chez elle les 7 derniers jours. Sur son identité. Je me nomme Élise Irène Favard. Je suis née le 10 septembre 1985 à Suresnes. Je demeure au 209 rue Lafayette à Paris, 10e. Je suis divorcée et mère d'un petit garçon de 6 ans, né en 2013. Je suis secrétaire médicale, mais je ne travaille plus depuis 1 an. Extrait. Je me suis installée dans la résidence du Poisson Bleu avec Norbert S., peu de temps après notre mariage. Mon compagnon travaillait pour une compagnie de sécurité. Il s'occupait du recrutement et de la gestion des équipes. J'ai rencontré Mélanie Clos quand Iliane, mon fils, avait quelques mois. Nous avions accouché la même semaine. Je la croisais souvent dans la résidence avec la poussette ou le porte-bébé. C'était son 2e enfant. Mélanie connaissait bien la ville et m'a donné pas mal de conseils pour le pédiatre, l'inscription à la crèche. Après la naissance d'Iliane, j'ai repris mon travail à temps partiel
comme secrétaire dans l'un des centres médico-psychologiques d'Antony. Nous sommes devenus amis. Nous allions ensemble au parc ou bien nous nous retrouvions en ville pour faire quelques courses. Mélanie était très sympathique. Elle me semblait parfois un peu triste et il m'est arrivé de penser qu'elle s'ennuyait parce qu'elle ne travaillait pas. Depuis toute petite, Kimi s'entendait bien avec mon fils. Elle adorait jouer avec les voitures, le circuit électrique ou les figurines de soldats. Elle a toujours eu un côté garçon manqué que sa mère n'aimait pas beaucoup. Pendant quelques mois, nous nous sommes vus assez souvent. Je gardais ses enfants quand Mélanie avait des choses à faire et Iliane adorait aller chez eux. En 2015, mon mari m'a quitté. Il est parti vivre à Marseille pour saisir une opportunité professionnelle. Je crois surtout qu'il a compris bien avant moi qu'Iliane avait un problème. À peu près au même moment, Mélanie a commencé son activité avec Kimi sur YouTube. Elle ne m'en a pas parlé, je l'ai appris par des voisins, quand ça a commencé à marcher. Dans la résidence, c'était devenu le sujet de conversation numéro 1. À l'époque, je n'étais pas douée avec l'informatique, et ce qui se passait sur Internet ne m'intéressait pas. Mélanie a commencé à être très occupée par ses tournages et ses montages. Parfois, elle me demandait de garder ses enfants, parce qu'elle devait rencontrer des agences ou des marques à Paris. Moi, ça ne me gênait pas. La petite parlait bien, elle était drôlement éveillée. Kimi et Iliane avaient le même âge, et j'ai bien vu qu'ils ne se développaient pas au même rythme. Je ne m'en suis pas inquiétée au début, parce que beaucoup d'enfants défilaient au centre où je travaillais, et je voyais comme ils étaient différents les uns des autres. Je travaillais 3 jours par semaine, c'est ma mère qui gardait Iliane. J'ai fini par demander à la pédopsychiatre du CMP si elle pouvait le voir. Mon fils avait 2 ans et demi. Elle a pris beaucoup de précautions pour m'expliquer qu'Iliane souffrait d'un retard important et qu'il devait faire des examens complémentaires. Mon fils était handicapé. C'est ce mot avec lequel il a fallu que j'apprenne à vivre. Quand je me suis confiée à Mélanie, elle s'est montrée vraiment compatissante. Elle a essayé de me rassurer. Elle m'a dit qu'il ne fallait jamais perdre espoir. La médecine pouvait évoluer, et Iliane était un enfant si gentil, si facile, c'était déjà beaucoup. C'était vrai. Mon fils est une grande source de joie. Mais peu à peu, Kimi et Iliane ont cessé de jouer ensemble. Il y avait toujours une bonne raison. Sa fille était fatiguée, elle devait tourner une nouvelle vidéo, l'emmener chez le coiffeur, essayer de nouvelles tenues. À ce moment-là, Happy Récré a pris un véritable essor. Mélanie était très prise. Je crois qu'elle était déjà dans un autre monde. Elle me donnait des jouets de temps en temps. Il commençait à en avoir beaucoup, et même des vêtements. Mais elle était toujours pressée. On se croisait, c'est tout. Cela m'a blessée, c'est vrai. Je croyais que nous étions amis. Quand il a eu 3 ans, j'ai trouvé une école spécialisée pour Iliane. Quelques mois plus tard, j'ai quitté la résidence pour me rapprocher de l'endroit où il était accueilli. Je n'ai pas gardé beaucoup de contacts. Le handicap fait peur. Il éloigne les gens. Il y a juste Madame Sabourin, chez qui je vais 1 ou 2 fois par an pour boire le thé. Elle est à la retraite et elle a toujours été très gentille avec nous. Le 10 novembre, Madame Sabourin m'avait invité à boire le thé chez elle. Je lui ai dit que je viendrais avec Iliane. Il est arrivé que nous fassions l'inverse, qu'elle vienne chez nous. Mais comme elle n'a pas de voiture, c'est plus compliqué. J'aime bien passer un peu de temps au Poisson Bleu. J'éprouve malgré tout une nostalgie de ces moments, quand Iliane n'avait que quelques mois et que tout paraissait si simple. Quand je viens voir Madame Sabourin, je me gare toujours dans le parking. J'ai oublié de rendre le bip d'accès quand je suis parti, et puis finalement je l'ai gardé. Il y a un renfoncement près de l'entrée du local poubelle, dans lequel on peut glisser une petite voiture sans que cela ne gêne personne
pour entrer ou sortir. Je ne suis pas la seule à me mettre là pour 1 heure ou 2. Cela n'a jamais posé de problème. J'étais en train de garer la voiture quand j'ai vu Kimi sortir du local. Iliane s'était endormie pendant le trajet. La petite m'a tout de suite reconnue. J'ai ouvert la vitre pour savoir ce qu'elle fabriquait là. Elle m'a demandé si elle pouvait se cacher dans la voiture. J'ai dit oui, et je suis sorti pour lui ouvrir la porte arrière. Elle était toute excitée à l'idée d'avoir trouvé une si bonne cachette. Elle s'est glissée entre le siège et la banquette, sans faire de bruit. Elle avait repéré qu'Iliane dormait. Elle m'a demandé si je pouvais mettre un vêtement au-dessus elle, pour mieux la dissimuler. Elle n'avait pas changé, elle a toujours été très vive. Je lui ai donné mon manteau, et c'est elle qui l'a arrangé de telle sorte qu'il la recouvre entièrement. Quelques secondes se sont écoulées, elle s'était complètement recroquevillée, et il était impossible de la voir de l'extérieur. Non, je vous l'ai dit, je n'étais pas venu pour ça. Je n'avais pas vu les stories de Mélanie qui disaient que les enfants étaient dehors. J'allais chez Madame Sabourin, et les choses se sont passées exactement comme je vous les raconte. Je n'ai pensé à rien. Je ne saurais pas dire combien de temps cela a duré. Je ne me rappelle plus. 2 minutes, peut-être. Ensuite, j'ai tourné la clé de contact. La voiture a démarré, et j'ai dit à Kimi, « On va se cacher encore mieux, tu vas voir. Ne bouge surtout pas. » J'ai enclenché la marche arrière, j'ai manœuvré, et puis je suis sorti. Je ne me suis pas dépêché. Ma tête était complètement vide. Je l'ai entendu pouffer derrière moi, ravi de jouer un tour à son frère et à ses amis. En sortant du parking, j'ai eu un moment d'hésitation. Je ne savais pas où aller. Je ne me suis pas dit « Je suis en train d'embarquer la petite », ni « Qu'est-ce que tu fais ?» Non, c'était très étrange. Mon esprit était vide, et en même temps il me semblait obéir à quelque chose. J'ai finalement pris le même chemin que d'habitude, et j'ai roulé. Je me souviens de la conversation que nous avons eue dans la voiture. Kimi m'a demandé si la maîtresse d'Iliane était gentille, et s'il avait beaucoup de copains dans son école. Iliane s'est réveillée pendant le trajet. Il lui a fait une fête. J'étais si heureuse qu'il la reconnaisse. Je me suis garée dans une rue près de chez moi. Je n'ai pas cherché à dissimuler Kimi. Nous sommes rentrés tranquillement. Je n'ai croisé aucun voisin. J'ai appelé Madame Sabourin pour m'excuser de ne pas être venue. J'ai prétexté un empêchement de dernière minute. Plus tard dans la soirée, j'ai dit à Kimi que j'avais appelé sa maman et qu'elle m'avait demandé de la garder un peu, parce qu'elle devait partir en Vendée. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Elle a eu l'air de trouver ça tout à fait normal. Elle m'a juste demandé si Mélanie était fâchée contre elle à cause de la vidéo qu'elle n'avait pas pu tourner. Je l'ai rassurée. Sa maman l'embrassait fort et pensait bien à elle. Les premiers jours, elle a beaucoup dormi. Elle se réveillait tard le matin et il lui est arrivé de dormir dans l'après-midi. Je me suis demandé si elle n'était pas malade, mais elle n'avait aucun symptôme. Les enfants ne sont pas sortis pendant 1 semaine. Ils ont joué à toutes sortes de jeux. Iliane adore la peinture, et Kimi aussi. Ils ont composé une très belle fresque, avec des poissons, des pieuvres et des algues de toutes les couleurs. 2 ou 3 fois, j'ai appelé l'épicerie en bas de chez moi pour commander, et je suis descendu chercher les paquets. Je n'ai laissé les enfants seuls que quelques minutes. J'ai prétexté qu'Iliane était malade. Les gens nous connaissent dans le quartier. Il y a quelques semaines, Iliane s'est pincé le doigt. L'ongle était devenu tout noir. Il est tombé pendant que Kimi était là. Un jour, en regardant une série policière à la télévision, j'ai appris que les ongles ne contiennent pas d'ADN. C'est la fine couche de cellules qui les recouvre qui le révèle, ou bien les traces de sang. J'ai laissé tremper l'ongle d'Iliane dans l'eau de Javel toute une nuit et je l'ai frotté. Ensuite, je l'ai mis dans une enveloppe avec le Polaroid. Jusque-là, je n'avais pensé à rien. À partir de là, je ne sais pas.
je me suis laissé glisser. Je sentais un grand danger, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Les lettres, oui, c'est moi qui les ai écrites. J'ai juste demandé à Kimi de recopier l'adresse sur l'enveloppe et je lui ai fait croire qu'on allait envoyer un dessin à ses parents. C'est ridicule, je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas si je voulais faire du mal à Mélanie. Peut-être. Je voulais surtout l'obliger à faire une chose qu'elle n'avait aucune envie de faire. Je voulais qu'elle prenne conscience de ce que cela voulait dire. Et les deux, je les ai postés dans la boîte qui est au coin de ma rue. J'ai veillé à ne jamais allumer la télévision ou la radio en présence des enfants. Oui, je regarde les vidéos de Happy Récré et le compte Instagram de Mélanie Clos. Au début, je voulais juste voir ce que les enfants devenaient, avoir des nouvelles d'eux, de Mélanie. Ensuite, je me suis laissé prendre. Cela vous aspire et vous effraie à la fois. Je n'avais pas envie de le faire, et en même temps je ne pouvais pas m'en empêcher. C'est difficile à expliquer. Les dernières semaines, je voyais que Kimi en avait vraiment marre, qu'elle n'en pouvait plus. Je ne voyais plus que ça. Elle esquivait la caméra, et quand on la regardait, j'avais l'impression qu'elle m'appelait au secours, qu'elle me demandait de venir la chercher. Cela m'est arrivé à plusieurs reprises. Je me suis dit que je déraillais. Mais à chaque fois, cela m'a laissé une impression terrible, qui me poursuivait toute la journée. J'avais l'impression d'être comme ces gens qui détournent le regard et poursuivent leur chemin, alors qu'un enfant est brutalisé sous leurs yeux. Puisque moi je percevais sa détresse, j'étais coupable de ne rien faire. Une fois qu'elle m'a paru reposée, je n'ai plus su quoi faire. Je voulais un signe, un symbole. J'ai cherché sur Internet. L'association Enfants en danger se préoccupe de toutes les formes de maltraitance, même les moins visibles. C'est ce qui est écrit sur leur page d'accueil. C'est tout. Il n'y a pas eu d'autre raison. J'ai envoyé le deuxième message. Je n'ai pas cru une seconde que ça marcherait. Je ne pense pas que Kimi se soit sentie captive. Elle a réclamé son frère ou ses parents, mais à chaque fois j'ai eu le sentiment de réussir à la réconforter. Sauf hier soir. Hier soir, elle a compris qu'il se passait quelque chose d'anormal. Elle a commencé à avoir peur. Ça a été comme un électrochoc. Tout à coup, je me suis rendu compte que Kimi était chez moi depuis une semaine et que j'étais la seule à le savoir. C'était comme si je reprenais conscience, comme si, comme si je revenais d'une réalité parallèle. J'ai paniqué. Alors ce matin, j'ai déposé Iliane chez ma mère et un sac avec presque toutes ses affaires dedans. Elle m'a demandé ce qui se passait et je suis partie sans répondre. Et j'avais peur de m'effondrer. Je suis remontée dans ma voiture et je suis venue. Je suis très fatiguée. Je voulais aider Kimi, lui offrir un moment de paix, de liberté. Cela s'est passé comme je vous l'ai dit. Je n'ai pas réfléchi. Ce matin, j'ai compris que tout cela ne servirait à rien, ne changerait rien. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. En fait, quand je regarde ces images, j'ai peur pour les enfants. 2031. On pressentait que dans le temps d'une vie surgiraient des choses inimaginables, auxquelles les gens s'habitueraient, comme ils l'avaient fait en si peu de temps pour le portable, l'ordinateur, l'iPod et le GPS. Annie Ernaux, Les années. Longtemps rattaché à l'école de la cause freudienne, Santiago Valdo est psychiatre et psychanalyste. Une espèce en voie de disparition, ajoute-t-il quand il se présente. Il exerce la moitié de son temps à l'hôpital et partage l'autre moitié entre son activité libérale et la rédaction d'articles universitaires ou d'essais destinés au grand public. Connu pour ses travaux sur l'incidence de la révolution numérique sur les troubles anxieux, il est notamment l'auteur de 2 ouvrages de référence, En cas d'exposition prolongée et Violence des réseaux.
Depuis quelques années, il s'est affranchi de toute obédience et poursuit des recherches qui intègrent l'apport des neurosciences sans renier celui de la psychanalyse. En ce jour de juin 2031, la montre de Santiago Valdo vibre, affichant un numéro inconnu, alors qu'il s'apprête à rentrer chez lui. Il hésite, puis accepte l'appel. La voix sort de son enceinte connectée. Un jeune homme s'assure qu'il a composé le bon numéro. Puis sur un ton dénué d'affect, comme si cet énoncé ne le concernait pas, il dit « Je m'appelle Samy Dior et j'ai besoin d'aide. » Santiago Valdo se répète « Samy Dior ?» Le nom lui évoque un vague souvenir que sur l'instant il ne parvient pas à préciser, d'autant que sa mémoire, sans doute défaillante, l'associe à une personnalité féminine. Vous êtes adressé par quelqu'un ? Une interne de l'hôpital Sainte-Anne m'a donné vos coordonnées. Vous avez été hospitalisé ? Non, mais je l'ai vue aux urgences et elle m'a conseillé de vous appeler. La voix est très jeune. Son intonation continue de sonner étrangement faux. Le garçon semble réciter ou lire un texte qu'il a sous les yeux, au point que Santiago se demande s'il ne s'agit pas d'une blague. Ses coordonnées sont disponibles sur Internet, et il lui est déjà arrivé d'être la cible de mauvaises plaisanteries. Je n'accepte pas de nouveaux patients pour le moment, s'excuse-t-il. Toutefois, je peux vous indiquer quelqu'un. Le jeune homme semble pris de panique, la voix suspendue dans les aigus. Non, 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 c'est vous, je vous en supplie. Cette fois, Santiago Valdo jette un œil à son agenda électronique, lequel est paramétré pour s'ouvrir automatiquement sur l'écran de son ordinateur chaque fois qu'il reçoit un appel sur sa ligne professionnelle. Écoutez, je vous propose de venir me voir à mon cabinet demain à 20h et nous ferons un point. Après cet entretien, je vous adresserai à un confrère ou une consoeur. Le plus important est que vous trouviez de l'aide, n'est-ce pas ? Mais je ne peux pas sortir. Vous ne sortez pas de chez vous ? Non, je ne peux plus, plus du tout. Pour quelle raison ? Il y en a partout. Dans la rue, dans les magasins, dans les taxis, partout. De qui me parlez-vous, monsieur Dior ? Des caméras ? Elles sont cachées, mais je les vois. Ils me filment, tout le temps, quoi que je fasse. Ils ont d'abord piraté tous les systèmes de vidéosurveillance près de chez moi. Maintenant, ils ont leur système propre, planqué dans tous les endroits où je vais. Et quand ils ne me trouvent pas, ils envoient des drones. Santiago entend son souffle. Il devine que le garçon respire par la bouche. Peut-être le signe qu'il est déjà sous traitement. Et pour quelle raison seriez-vous filmé ? Ils vendent les images. Je vois. Et d'après vous, cela dure depuis combien de temps ? Je ne sais pas. Au début, ils envoyaient des gens avec des caméras cachées. Je ne les ai pas tout de suite repérés, ça a duré un moment. Quand je m'en suis rendu compte, ils ont été obligés de développer d'autres moyens, moins visibles. Par conséquent, vous avez cessé de vous déplacer. Oui. Partagé entre l'envie de mettre fin à l'échange, les ficelles lui semblent un peu grossières, et la crainte de passer à côté d'une réelle détresse, Santiago Valdo laisse de nouveau un court silence s'installer. Il écoute la respiration inquiète du jeune homme, puis finit par relancer. « Comment faites-vous pour vous alimenter ? » Je commande par Internet. Je demande au livreur de poser les sacs devant la porte et j'ouvre une fois qu'il est parti. Quel âge avez-vous, monsieur Dior ? 20 ans. Il y a des gens autour de vous ? Des parents, des frères et sœurs, des amis ? Non. Enfin, il y a ma mère, mais non. Depuis quand n'êtes-vous pas sorti ? Je ne sais pas, 3 mois, peut-être 4. Vous venez de passer 4 mois sans mettre le nez dehors ? Oui. Et personne n'est venu vous voir ? Le jeune homme perd soudain patience.
Vous ne comprenez pas, je suis obligée de me méfier de tout le monde. Des commerçants, des taxis, de mes amis, il n'y a pas un seul endroit où je suis en sécurité. Ils ont implanté des caméras dans les yeux de mes proches pour me filmer. Monsieur Dior, un médecin ou un infirmier pourrait tout à fait venir vous chercher pour vous emmener à l'hôpital. Vous y seriez en sécurité. Nous pouvons interdire les visites et faire en sorte que vous soyez à l'abri. Non, 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 ils seront là. Ils enverront quelqu'un. À présent, Santiago entend sa peur, sa terreur même. Il, c'est qui? Samy Dior hésite une seconde avant de répondre. C'est ce que je dois découvrir. Je dois savoir où sont diffusées ces images. À qui ils les vendent, vous comprenez? Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils les vendent cher, très cher. Samy, je peux vous appeler Samy? Oui. Vous savez quel est mon métier? Oui. Si vous m'appelez, c'est peut-être parce que vous-même, vous n'êtes pas tout à fait certain que ces gens sont réellement là pour vous filmer. Si, je sais qu'ils sont là. Je vous appelle parce que l'interne de Sainte-Anne m'a dit que vous étiez spécialiste du numérique et des réseaux. Alors je me suis dit que vous pouviez m'aider à découvrir ce qui se cache derrière tout ça. Samy, je suis psychiatre. En effet, je me suis spécialisé dans les pathologies associées au développement des réseaux sociaux, de la réalité virtuelle, de l'intelligence artificielle. Mais je suis médecin. Alors je vous propose une chose. Je vais venir vous voir chez vous pour m'assurer que vous vivez dans des conditions convenables et que vous n'êtes pas en danger. Ensuite, nous déciderons ensemble quoi faire pour vous aider. Vous êtes d'accord? Le soulagement du garçon l'attendrit. Oui, docteur. Oui, merci. Mais surtout ne dites à personne que vous venez. Santiago Valdo n'a pas eu le réflexe d'enregistrer l'échange. Il le regrette. Il aurait aimé pouvoir réécouter la conversation. Il aime travailler a posteriori sur le discours de ses patients, leurs associations, leurs intonations, deviner leurs références. Aujourd'hui, pour la plupart, il s'agit de jeux vidéo et de séries. En général, il leur demande s'il peut garder une trace de la séance. Toutefois, il arrive qu'ils s'affranchissent de cette précaution et les enregistrent à leur insu, bien que cela soit contraire à la déontologie. Il est tard. Il doit rentrer chez lui à une heure décente pour dîner avec sa compagne et lire le projet de thèse sur la plasticité cérébrale que lui a adressé l'une de ses étudiantes dont l'approche l'intéresse au plus haut point. Alors qu'il s'apprête à quitter son bureau, il interpelle son assistant personnel, qu'il a surnommé Jaco le Cacou, en hommage à Jacques Lacan. « Dis, Jaco. » La voix synthétique répond aussitôt. « Oui, Santiago, que puis-je faire pour toi ?» Comme toujours, c'est ce ton affable, un rien obséquieux, qui l'exaspère. Depuis le temps, ils auraient pu proposer différentes options. Il est tenté de lui répondre « Va te faire foutre ». Bien qu'il admette volontiers les bénéfices de l'assistance vocale, notamment lorsque ses mains sont occupées par une autre tâche, en l'occurrence ranger les nombreux dossiers entassés sur son bureau, ou lorsqu'il fait plusieurs choses en même temps, un travers largement partagé contre lequel il ne tente même plus de lutter. Mais il s'abstient. À l'époque où il voulait tester les limites de l'outil, il a eu son lot de conversations absurdes et stériles avec Jaco, et il sait qu'aux insultes, ce dernier refuse de répondre. Qui est Samy Dior? Le processeur se met en marche, puis en moins de 2 secondes, l'écran affiche les résultats de sa recherche. Suave et docte, la voix de Jaco énonce la réponse qu'il a jugée la plus pertinente. Samy Dior est un youtubeur français. Né en 2011, il se fait connaître grâce à la chaîne Happy Récré, créée par sa mère, Mélanie Clot. Entre 2016 et 2023,
La chaîne publie plus de 1500 vidéos sur la plateforme YouTube. Les revenus de la famille sont estimés par différents médias à une vingtaine de millions d'euros. En 2019, Kimi, la sœur de Samy, alors âgée de 6 ans, est kidnappée par Élise Favard. Après 7 jours de recherches intensives, la ravisseuse se rend elle-même à la brigade criminelle, accompagnée de l'enfant. Entre 2019 et 2020, la chaîne Happy Récré passe de 5 à 7 millions d'abonnés. En prévision de la loi à venir sur l'exploitation commerciale des enfants youtubeurs, la famille Dior crée de nouvelles chaînes au nom de chacun de ses enfants. La chaîne Happy Sam, consacrée à Samy Dior, rencontre aussitôt un large succès. Sur Instagram, en quelques mois, le compte Sam officiel atteint plus d'1 million d'abonnés. Le 19 octobre 2020, le Parlement adopte définitivement la loi encadrant l'activité des enfants influenceurs. Happy Récré et Happy Sam poursuivent néanmoins leur activité sans changement de rythme. Sur sa propre chaîne, Samy se spécialise dans le test de jeux vidéo. En 2023, une enquête menée par le journal Le Monde révèle les stratégies et les montages financiers mis en place par les parents d'enfants influenceurs afin de contourner les exigences de la loi. En 2029, âgé de 18 ans, Samy disparaît sans explication. Il cesse d'alimenter sa chaîne YouTube et les réseaux sociaux associés. À partir de cette date, il n'apparaît plus non plus dans aucune vidéo de sa mère. Plusieurs journalistes ont tenté de connaître les raisons de cet arrêt brutal, sans succès. L'ensemble des vidéos de Happy Récré et de Happy Sam demeurent néanmoins disponibles sur YouTube et continuent de générer trafic et revenus. « Merci, Jaco, » dit Santiago. « De rien, Santiago. Je suis très heureux d'avoir pu te rendre service. » « C'est ça. » Santiago range quelques dossiers et répète le nom pour lui-même. Dior. Mais oui, bien sûr, l'affaire avait défrayé la chronique. Une de ses collègues de l'hôpital avait d'ailleurs été sollicitée pour l'expertise d'Élise Favard, la ravisseuse de la petite. Dans son souvenir, la jeune femme ne présentait pas de troubles psychiatriques. Après plusieurs évaluations, malgré quelques signes de dépersonnalisation, elle avait été considérée pénalement responsable de ses actes. De fait, elle avait passé au moins 2 années en prison, sans injonction de soins. Alors qu'il éteint les lumières de son cabinet, les détails lui reviennent peu à peu. La jeune femme voulait sauver la petite fille, un genre de Don Quijote en jupon qui se battait contre des moulins à fric. Pendant quelques semaines, des débats au sujet des enfants influenceurs et de la responsabilité de leurs parents avaient pas mal occupé l'espace médiatique. Par un hasard du calendrier, la loi avait été votée peu de temps après l'enlèvement. Et puis, comme toujours, la tension était retombée. Santiago claque la porte de son cabinet. Le système de verrouillage automatique s'enclenche dans son dos, tandis que l'ascenseur s'annonce par une note haute. Il relève la tête pour la reconnaissance faciale. La cabine s'ouvre devant lui.